Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport assez dense qui analyse les perspectives d'une mission habitée vers Mars. Oui, le document regarde un peu les stratégies des grands acteurs, NASA, SpaceX, la Chine. Et l'idée, c'est de comprendre un peu toute la complexité technologique, humaine et même financière, quoi. Oui, tout à fait. Et ce qui ressort vraiment, c'est que ce n'est pas juste une question de savoir si c'est techniquement possible. Non, c'est plus large. C'est une gestion de risque, en fait, à plusieurs niveaux. Et il y a des technologies clés, comme l'ISRU, l'utilisation des ressources sur place. Ah oui, l'ISRU. Ben voilà, ça c'est central pour la logistique et pour maîtriser les coûts. Sans oublier les défis humains. Ça a l'air juste énorme. Physiologique, psychologique, le voyage est long, l'isolement total. Bon, alors, commençons peut-être par les stratégies. Le rapport montre des approches assez différentes. La NASA, par exemple. Alors, la NASA, oui, c'est l'approche, on va dire, progressive. La stratégie Moon to Mars. La Lune comme répétition générale, en gros. Exactement. C'est une façon de réduire les risques. Ils utilisent la Lune comme banc d'essai, ce qui est indispensable. Ça implique un rythme plus lent, objectif Mars seulement dans les années 2030, mais c'est pour maximiser la sécurité. D'accord. Artemis 1, ça a validé le lanceur, le vaisseau Orion, c'était en 2022. Artemis 2, le vol habité autour de la Lune, c'est pour 2026. Si tout va bien. Si tout va bien. Et l'alunissage, Artemis 3, mi-2027. Donc on voit, c'est étape par étape. Une décennie sur la Lune avant Mars. Ça contraste pas mal avec SpaceX, non ? Le rapport les présente comme beaucoup plus... Disruptif, oui, c'est le mot. SpaceX, eux, ils parient sur une rupture complète, notamment économique avec le Starship. L'idée de la ville autosuffisante. Voilà. L'enjeu, c'est la réutilisabilité totale pour faire chuter des coûts qui sont astronomiques. On parle de 300 à 600 milliards de dollars pour une mission classique. Ah oui, quand même. Donc leur objectif d'un vol habité vers Mars dès 2029, ça paraît incroyablement ambitieux, c'est clair. Et la Chine alors ? Quelle est leur approche d'après ce rapport ? La Chine, c'est encore différent. Ils avancent très méthodiquement. On a eu le succès de Tianwen 1 avec le rover Zhurong. Oui. La prochaine grosse étape, c'est Tianwen 3, mission de retour d'échantillons martiens, lancement prévu en 2028, retour en 2030. C'est une étape clé pour eux, j'imagine. Absolument. C'est vu comme un passage obligé avant d'envisager l'humain sur Mars. Et ça, ce serait plutôt autour de 2050. C'est aussi très lié au prestige national, évidemment. Et on voit de la coopération internationale là-dedans, ou c'est chacun pour soi? Alors, il y en a. Artemis, par exemple, ça implique l'ESA, le Canada, le Japon. Et même la Chine, sur Tianwen 3, y parle d'ouvrir à la collaboration. Et puis, il y a le privé qui s'intègre, comme SpaceX avec Artemis. D'accord. Donc on a ces stratégies, ces acteurs, mais le rapport insiste beaucoup sur les obstacles communs. Et là, ça devient très concret, très technique. Oui, tout à fait. Déjà, la durée du voyage. Un aller simple, c'est entre 180 et 258 jours. Presque 9 mois dans le pire des cas? Voilà. Et une mission complète, aller, séjour, retour, ça peut monter à 910 jours. Presque 3 ans. Waouh! Et en plus, on ne peut partir que tous les 26 mois, à cause des positions des planètes. Ce qui nous ramène à cette technologie ISRU. C'est ça qui pourrait changer la donne, pour éviter de tout emporter. Exactement. C'est potentiellement révolutionnaire. L'expérience MOXIE sur le rover Perseverance. Oui, j'ai lu ça. Elle a prouvé qu'on peut produire de l'oxygène directement à partir du CO2 de l'atmosphère martienne. Et l'atmosphère, c'est 96% de CO2. Donc de l'air pour respirer, mais aussi pour le carburant. Surtout pour le comburant, l'oxygène liquide pour le propergol du voyage. Et avec une autre réaction, la réaction de Sabatier, on pourrait même produire le carburant, le méthane, sur place en utilisant de l'hydrogène qu'on amènerait ou qu'on trouverait dans l'eau martienne, et ce CO2. Ça économiserait des dizaines, voire des centaines de tonnes à lancer depuis la Terre. C'est vivre sur les ressources locales, en fait, comme les premiers explorateurs. Ça inclut le recyclage aussi, j'imagine. Ah oui, indispensable. Les systèmes de support de vie devront être en circuit fermé, très performants. L'ISS recycle déjà 98% de son eau, par exemple. Et ces technologies, elles peuvent servir sur Terre après. Bien sûr, pour la gestion de l'eau, de l'air, mais il y a d'autres gros défis techniques que le rapport pointe du doigt. Comme l'atterrissage. Faire poser des modules lourds, c'est ça. C'est un énorme défi, oui. On parle de plus de 80 tonnes pour une base habitée. L'atmosphère de Mars est très fine. Pas assez dense pour de gros parachutes. Exactement. Donc il faut des systèmes complexes de rétropropulsion, et pour des masses pareilles, ce n'est pas encore maîtrisé. Et puis il faut une source d'énergie fiable sur place. Solaire ou nucléaire?
Le nucléaire type fission semble avoir la préférence à cause des tempêtes de poussière qui peuvent durer des mois et bloquer le soleil. Et bien sûr, la protection contre les radiations spatiales. C'est un risque majeur pour la santé, notamment le cancer. Il faudra un blindage efficace. L'eau est une piste intéressante pour ça. Et le corps humain dans tout ça? Le rapport cite des chiffres assez inquiétants sur la perte osseuse, musculaire. Oui, jusqu'à 20% de perte de masse musculaire en microgravité, c'est énorme. Plus la décalcification osseuse, les problèmes de vue, l'exercice physique intensif est obligatoire. Mais ça ne suffit pas toujours. Pas complètement, c'est pour ça qu'on étudie la gravité artificielle, par exemple en faisant tourner une partie du vaisseau. Et ce qui est intéressant, c'est que ces recherches pourraient avoir des applications sur Terre, contre l'ostéoporose par exemple. Mais au-delà du corps, il y a le mental. Le rapport insiste beaucoup là-dessus, le défi psychologique. C'est peut-être ça le vrai point faible de toute l'entreprise. C'est une très grosse inconnue, et potentiellement, oui, le talon d'Achille. L'isolement total, le confinement pendant des mois et des mois, le délai de communication. Minimum 10 minutes dans un sens. Donc 20 minutes pour avoir une réponse de la Terre. Impossible d'avoir une conversation en temps réel. Tout ça, ça crée un stress énorme, un risque de dépression, de conflit dans l'équipage. D'où l'importance des simulations sur Terre. Essentiel. Les missions analogues, comme Shapira de la NASA, ou celles de la Mars Desert Research Station, elles permettent de tester la cohésion, le moral sur de longues durées, dans des habitats isolés. La sélection des équipages, leur compatibilité, ça va être absolument critique. Et pour financer tout ça, on a parlé de 300 à 600 milliards. C'est colossal. Le rapport suggère que sans partenariat public-privé, c'est juste impossible. Ça semble être la tendance lourde, oui. Partager les coûts, partager les risques. L'époque des programmes purement nationaux, comme Apollo, pour une entreprise de cette ampleur, elle semble révolue. Non. Alors, si on essaie de résumer un peu ce deep dive, l'ambition d'aller sur Mars, elle est bien là, elle est concrète. On a plusieurs chemins qui se dessinent. NASA, SpaceX, Chine. Oui, des approches différentes. Mais le succès, au final, ça dépendra d'un mélange très complexe. Des technologies de pointe comme l'ISRU, la résilience humaine face à des conditions vraiment extrêmes, et puis des nouveaux modèles économiques. Et ce qui est fascinant, et que le rapport met bien en lumière, c'est que ça dépasse la technique et l'argent. Ça nous renvoie à des questions fondamentales. Notre place dans l'univers, la recherche de vie ailleurs. Mais aussi des questions éthiques. Absolument. Le risque de contaminer Mars avec nos microbes. Et puis à plus long terme, la question de la terraformation. Est-ce qu'on a le droit de vouloir modifier une autre planète? Ce sont des débats très importants. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être, pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà de savoir si on peut y aller, quelle découverte totalement inattendue sur Mars pourrait radicalement changer notre vision de la vie, elle-même, et de notre place dans tout ça?